Bien, donc éclairer les différents points de vue, c'est l'objet de notre soirée. Donc avec l'équipe d'organisation, on a prévu ce déroulement, avec sûrement la capacité de s'adapter et de changer les choses. On demandera dans un premier temps à M. Duval, à M. Julien de se présenter rapidement. Dans un deuxième temps, on campera le paysage dans lequel pourrait s'inscrire notre débat. Je disais à nos deux intervenants tout à l'heure, c'est peut-être pour évacuer des banalités, pour leur éviter d'avoir à les dire, donc je vais les dire à leur place. Comme ça on les aura évacués, comme ça ils pourront eux aller à l'essentiel. Donc ensuite nous aurons l'intervention de M. Duval, puis celle de M. Julien, mais vous pouvez changer si vous le souhaitez. Et puis on vous mettra en situation, puisqu'on est dans l'objectif de la soirée, c'est éclairer les différents points de vue. Donc à la lumière du paysage dans lequel on s'inscrit et des deux interventions, on vous demandera de vous mettre par petits groupes de 3, d'échanger sur ce que vous venez d'entendre, et après avoir échangé, confronter vos points de vue, et évidemment sans recherche de consensus, un vrai échange de là où vous en êtes, ce que vous pensez, vos convictions, etc. On vous demandera, pour chaque groupe de 3, de chercher, de lister des questions à poser à nos deux intervenants. Et donc la dernière partie de la soirée, qui sera la plus longue, ben, ça sera ce jeu de questions-réponses entre vous et M. Duval et M. Julien. Donc cette histoire de paysage... Ah non, d'abord, présentez-vous. Voilà. M. Julien. Oui, donc... de formation, on va dire que j'ai d'abord une formation dans le domaine socio-éducatif, ensuite j'ai basculé dans le domaine de l'agriculture et de l'agronomie. Voilà, ça c'est une formation. Donc d'abord des études techniques en agriculture et puis ensuite des études d'ingénieur agronome que j'ai faites à l'ENSAT. On n'entend pas. On n'entend pas. Hein. Pardon, excusez-moi. Donc je disais que j'ai une formation d'abord dans le domaine socio-éducatif. J'ai pratiqué un petit peu dans ce qu'on appelle aujourd'hui des quartiers difficiles. Ensuite, j'ai basculé suite à une objection de conscience dans le domaine agricole. J'ai fait une formation technique en agriculture, donc BTA, BTS, et puis j'ai voulu poursuivre. Et donc là, j'ai fait des études d'ingénieur agronome à l'École nationale supérieure d'agronomie Pigny. J'ai aussi fait un DEA espace, société rurale et logiques économiques. Et j'ai travaillé pendant quelques années avec des ONG sur des terrains variés, Caraïbes, Océan Indien, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Asie. Et en fait, là, je suis en train de réaliser un vieux projet avec ma femme, un projet qui a, on va dire, 20 ans, qui est une installation agricole. Et donc, en fait, ça fait, officiellement, ça fait quelques semaines qu'on est installé. Voilà. Et je suis impliqué, je suis engagé dans une association qui s'appelle la Ligne d'Horizon. Donc le sous-titre un petit peu c'est les années de François Partant. Bon, on pourra peut-être voir qui était François Partant. C'est un économiste un petit peu, on va dire, hétérodoxe, hein, qui formulait un certain nombre de critiques sur le modèle économique dominant. Et donc c'est un petit peu dans le cadre de cette association que j'interviens ce soir. Monsieur Duval. Donc, Guillaume Duval, moi je suis rédacteur en chef d'un mensuel qui s'appelle Alternatives économiques. C'est un mensuel qui existe depuis 25 ans maintenant, 26 ans, et qui est très engagé depuis le départ sur beaucoup de questions économiques et sociales, mais aussi sur les questions environnementales en particulier. Il a été fondé par un monsieur qui s'appelle Denis Clerc, dont une des premières activités professionnelles avait été d'être l'économiste de l'ADEME quand cette institution avait été créée après 1981.
Donc on intervient sur ces questions très régulièrement depuis très longtemps. Et c'est ce qui nous a amené à nous intéresser en particulier au sujet de la décroissance. Mais on s'intéresse aussi à beaucoup d'autres questions. Je suis particulièrement heureux d'avoir été invité dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale. C'est une activité à laquelle nous sommes étroitement associés chaque année à différents titres. Cette année, par exemple, nous avons réalisé un document que vous avez peut-être vu ici avec le CFSI, donc un tir à part spécial avec le Centre français de la solidarité internationale dans le cadre de cette semaine. On est en train de préparer là pour notre prochain numéro, suite à Hulot, au rapport Stern, enfin tout ce que vous avez vu ces derniers jours. Notre prochain numéro aura un dossier un peu lourd sur la question du changement climatique. Et le thème qu'on a choisi, c'est on en parle beaucoup, mais on fait toujours rien ou presque, quoi, hein. C'est vrai que même le battage qui vient d'y avoir ne doit pas faire d'illusions sur le fait que la situation est grave, il est très tard et que malgré tout ce battage médiatique, on n'est pas parti pour faire grand-chose dans l'immédiat, que même les petits pas qui avaient été faits avec Kyoto risquent d'être remis en cause. Vous avez peut-être vu que le Canada veut sortir du protocole. Il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait que les démocrates aient été élus aux États-Unis. Ils sont pas autant que Bush, mais tout aussi opposés au protocole, etc. Enfin, l'idée qu'on va se mettre à faire quelque chose de manière déterminée dans les mois ou dans les années qui viennent, parce qu'un film ou un bouquin ont eu un succès médiatique, doit être malheureusement relativisé fortement. Et le fait qu'on doive subir éventuellement à l'avenir une décroissance du fait des graves problèmes environnementaux qu'on a suscités depuis 2 siècles, je ne peux malheureusement pas l'exclure. Mais pour moi, c'est une toute autre question que de savoir s'il faut le souhaiter et l'appeler de nos voeux. Et autant le discours sur la décroissance, je vous l'ai dit, paraît pouvoir jouer un rôle utile en tant que mot d'ordre d'agite-propre, je dirais, autant si ça devait devenir et être pris au sérieux en tant que programme, projet politique à développer et à mettre en œuvre effectivement quand on a le pouvoir, quand on devient majoritaire, etc., ça me paraîtrait, pour des raisons que je vais essayer de vous expliquer, risquer de mener à des impasses, à la fois sur le plan politique et sur le plan économique et sur le plan environnemental lui-même. Alors la première chose que je voulais vous dire à ce sujet, c'est que on est tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être expliqué sur le fait que la croissance ne fait pas le bonheur, que la mesure du PIB mesure très mal le bien-être des populations, etc. Alternative économique a été un des promoteurs en France de la connaissance de tous ces nouveaux indices que tu nous as présentés rapidement. On y consacre une place rédactionnelle importante et c'est pour nous une question essentielle, non seulement de connaissance, mais aussi dans le débat politique. Enfin, je ne sais pas où en est la région Poitou-Charentes là-dessus, mais je suppose que Ségolène a dû faire des choses. Mais il y a des régions qui mettent en place des indicateurs de ce type, des indicateurs alternatifs, et nous pensons que c'est une affaire très importante. Ceci dit, le fait que la croissance mesure mal le bonheur et le bien-être ne doit pas, à mon sens, être traduite par l'inverse. C'est-à-dire que l'idée qu'il serait aisé et facile de mieux vivre avec une croissance négative ne me paraît pas se déduire automatiquement très loin de là le fait que le PIB soit un indicateur insuffisant à lui tout seul. On a eu très très peu de croissance depuis 25 ans en Europe, vous le savez. Les vrais décroissancistes dans ce pays, ceux qui sont vraiment efficaces pour limiter la croissance, c'est pas les gens de la ligne d'horizon, c'est beaucoup M. Trichet, la Banque Centrale Européenne. Ils ont été très efficaces pour qu'on ait très peu de croissance depuis 25 ans. Je ne pense pas que beaucoup parmi vous
ait noté que ça ait facilité le fait qu'on ait limité les inégalités, que les pauvres vivent mieux dans ce pays que si on avait eu davantage de croissance, etc. etc. Hein, bon, c'est pas forcément le cas de mon collègue, mais je comprends que à Paris, en tout cas, le thème de la décroissance a beaucoup plus de succès dans Paris intramuros, c'est chez ce qu'on appelle les bobos assez souvent, que dans un certain nombre de banlieues, parce que là, c'est un peu difficile de faire comprendre aux gens qu'il y a déjà trop de biens et de services qui sont mis à leur disposition. Et je ne vous parle pas de ce que ça veut dire au sud également. Bon, c'est un sujet controversé chez les décroissancistes, on y reviendra peut-être. Il y en a un certain nombre d'entre eux qui pensent quand même que si on développait, dont Serge Latouche d'ailleurs, qui pensent quand même que si on développait des écoles et des systèmes de santé dans les pays du Sud, ça consisterait effectivement à leur imposer notre modèle de développement de manière insupportable, alors que quand même, semble-t-il, ils vivent quand même mieux sans. Je ne partage pas ce point de vue, je pense que il y a des gens qui ont besoin, notamment au sud, mais aussi au nord, de ce qu'on produise, davantage de biens et de services, et que sur ce plan, la vieille sagesse social-démocrate conserve une certaine validité, à savoir qu'il est plus facile malgré tout de réduire les inégalités et d'améliorer le bien-être et les services qui sont mis à disposition des plus pauvres dans un contexte où il y a un peu de croissance économique que quand il n'y en a pas du tout. Donc ça, c'est sur le plan social. C'est vrai que l'ampleur des problèmes écologiques peut faire passer cette question au second plan, mais je crois qu'il ne faut quand même pas l'oublier. Sur ce plan-là, je ne crois pas que les choses aient très profondément changé. Mais ce n'est pas seulement vrai sur le plan social, je crois que même sur le plan environnemental, il ne me paraît pas évident du tout que la décroissance, au sens strict du terme, c'est-à-dire la décroissance du PIB, soit favorable à la résolution des problèmes environnementaux qu'on peut avoir. Alors là-dessus, je pense qu'il n'y a vraiment aucune divergence entre tous les gens qui sont favorables à une autre croissance, développement durable et décroissanciste sur un point précis qui est clair. Il faut réussir à diminuer, faire décroître très radicalement et très fortement la consommation de matières premières non renouvelables, la consommation d'énergie fossile, etc. La question, c'est comment est-ce qu'on y parvient ? Pour y parvenir, ça veut dire, pour avoir une chance d'y parvenir à temps en plus, ça veut dire qu'il va falloir faire dans les décennies qui viennent un effort d'investissement considérable. Ça veut dire qu'il va falloir changer nos manières d'habiter, nos maisons. Il va falloir changer l'urbanisme de nos villes. Il va falloir changer la manière de produire les biens et les services dans quasiment tous les domaines envisageables. Le transport, mais pas seulement, l'énergie, etc., etc. Ça veut dire qu'il va falloir être capable de réaliser un effort d'investissement considérable. Effort d'investissement qui lui-même est générateur de croissance. C'est à la base de tous les discours écolos, et qui sont à mon avis très justifiés, sur le fait que la réorientation écologique de l'économie pourrait apporter une contribution significative à la lutte contre le chômage, trouver des emplois supplémentaires, etc. etc. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a de la croissance. La deuxième chose, c'est que cet effort d'investissement, il n'est possible socialement, il n'est acceptable socialement et politiquement que dans un contexte où il y a de la croissance par ailleurs, dans la mesure où ça consiste à mettre beaucoup d'argent dans ce type de choses. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 25 ans, on a eu très peu de croissance, mais je n'ai pas noté non plus que c'était très favorable au fait qu'on réoriente radicalement l'économie européenne vers des procédés plus soutenables. Au contraire, dans un contexte comme celui-là, c'est le type d'effort qu'il est très difficile de faire passer politiquement. Mais il n'y a pas que ça. Pour avoir une chance de s'en sortir, donc on vous a montré tout à l'heure que l'activité économique était une partie de l'activité humaine, une partie de l'activité de la biosphère. Un des problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on détruit la biosphère à travers l'activité économique pour une raison essentielle, c'est qu'une partie significative de ce qu'on fait dans la biosphère n'est pas traduite dans l'activité économique, n'a pas de conséquences.
dans l'activité économique, les acteurs économiques ne payent pas en particulier la destruction de ce qui se passe dans la biosphère. Une des solutions qu'on peut et qu'on doit trouver à